The Justice Department released another batch of files connected to the Jeffrey Epstein case. However, there are still more questions after a report from the Associated Press says 16 documents from Friday's batch disappeared from the department's website. Here's ABC's Johnny Fernandez with the latest. The Department of Justice posted 2 more batches of Epstein files on its website. The latest includes the grand jury testimony from April 2007. In those records, an individual identified as a 21-year-old woman describes being recruited by Jeffrey Epstein when she was 16, along with other underage girls, for illicit massages at his Palm Beach mansion. Il arrive parfois que des décisions formelles aient des effets qui vont au-delà de la procédure prévue. Cette semaine, une décision judiciaire a modifié le flux attendu entre le pouvoir judiciaire, le Congrès et le pouvoir exécutif. L'intérêt de cet épisode ne réside pas dans son impact immédiat, mais dans ce qu'il révèle sur le fonctionnement institutionnel dans des situations inhabituelles. Le 17 décembre 2025, une décision judiciaire rendue par un tribunal fédéral à Washington a brusquement modifié la dynamique entre les pouvoirs de la République. Pour la première fois depuis le début du second mandat de Donald Trump, une instance judiciaire a autorisé la divulgation complète de documents, jusqu'alors classés confidentiels, liés à des enquêtes sur l'utilisation présumée abusive d'informations protégées par des protocoles de sécurité nationale. L'ordonnance, signée par une juge du district sud de Floride, a rendu public un ensemble complet de preuves rassemblées par l'équipe du procureur spécial Jack Smith, comprenant des transcriptions de témoignages, des échanges de courriels officiels, des registres internes de la Maison-Blanche et des rapports techniques produits par des agences de renseignement. La remise de ces documents au Congrès a eu lieu quelques heures après l'annonce de la décision, de manière directe et sans délai, provoquant une réaction immédiate des principales commissions législatives. La réponse du Congrès à la divulgation des documents a rompu avec les normes habituelles de conduite politique dans les affaires impliquant des présidents en exercice. En moins de 24 heures, les parlementaires des 2 principaux partis ont commencé à s'exprimer publiquement. Non seulement pour remettre en question les actes décrits dans les documents, mais aussi pour exiger que le ministère de la Justice évalue la possibilité d'une responsabilité pénale. Certains membres du pouvoir législatif ont utilisé des expressions telles que « scénario inacceptable » et « détournement institutionnel conscient » pour décrire les informations contenues dans les dossiers. Pour la première fois depuis des décennies, des parlementaires modérés du Parti républicain ont déclaré, bien que de manière prudente, qu'il ne serait pas possible d'ignorer le contenu des documents désormais rendus publics. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à son contenu spécifique. La manière dont le Congrès a réagi, de manière coordonnée, rapide et avec un discours majoritairement convergent, a révélé un déplacement du centre de gravité de la crise institutionnelle. Au lieu de se concentrer sur des disputes techniques concernant l'étendue de l'autorité présidentielle, les parlementaires ont commencé à discuter du rôle du Congrès face aux éventuelles infractions commises par le chef de l'exécutif dans l'exercice de ses fonctions. Ce mouvement suggère que la divulgation des documents a non seulement élargi l'horizon d'évaluation de la conduite présidentielle, mais a également reconfiguré la logique de fonctionnement entre les pouvoirs. Cet épisode a été qualifié par les analystes du Congrès comme hors norme par rapport aux situations de crise habituelles. Non pas en raison de son contenu isolé, mais en raison de la combinaison de 3 éléments simultanés. La décision judiciaire de lever le secret, la remise directe des documents au pouvoir législatif et la réponse immédiate avec des mentions explicites de la possibilité d'une arrestation. Normalement, les situations de cette nature nécessitent des semaines de procédure, des révisions réglementaires et des consultations juridiques qui retardent toute déclaration officielle. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'intervalle entre la divulgation et la réaction. La commission de surveillance de la Chambre a autorisé la convocation de sessions extraordinaires pour examiner le matériel, et la commission judiciaire du Sénat a demandé l'accès complet aux annexes produites par l'équipe du procureur spécial. L'absence de réaction immédiate de la part du président Trump a également contribué à accentuer le sentiment d'instabilité. Dans les 48 heures qui ont suivi la décision, la Maison-Blanche a annulé les interviews prévues et a évité de mentionner publiquement le contenu des documents. Le service de presse s'est contenté de confirmer que l'équipe juridique du président était en train d'analyser les documents. Ce silence a contrasté avec l'intensité de l'activité parlementaire et a donné lieu à diverses interprétations quant au degré de gravité perçu en interne par l'équipe présidentielle. Des observateurs proches du ministère de la Justice ont déclaré qu'à la suite de la divulgation des dossiers, le plan d'action initialement prévu pour cette affaire avait été réévalué. Selon ces sources, la direction du département
a convoqué une réunion avec l'équipe de Jack Smith afin d'examiner les passages qui pourraient indiquer des comportements délibérés d'obstruction institutionnelle ou d'utilisation abusive d'informations confidentielles à des fins politiques. Sur le plan politique, la singularité de l'affaire réside également dans la rapidité avec laquelle elle a provoqué des alignements inattendus. Des parlementaires, qui avaient évité de commenter l'affaire ces derniers mois, ont commencé à s'exprimer publiquement, beaucoup pour la première fois depuis le début du second mandat de Trump. Dans des interviews accordées le jour même de la publication des dossiers, les dirigeants de commissions stratégiques ont affirmé que le contenu des documents ne laisse aucune place à des interprétations ambiguës sur la nécessité d'une réponse institutionnelle coordonnée. Bien qu'il n'ait pas précisé le type de réponse dont il est question, la fréquence avec laquelle le terme emprisonnement a été utilisé par des parlementaires de différents horizons indique que le Congrès fonctionne selon une nouvelle logique. L'idée que le secret judiciaire servirait de barrière de contention a perdu de sa force face à la matérialité des preuves désormais disponibles. Ce changement de position révèle une inflexion plus profonde dans la culture politique institutionnelle. Au lieu de chercher des moyens de s'accommoder, le pouvoir législatif semble disposé, à l'heure actuelle, à tester les limites de sa propre capacité de réaction. Cette chaîne offre un contexte, de la clarté et une continuité sur les développements institutionnels de la politique américaine. Si ce type de suivi vous intéresse, pensez à vous abonner. La décision judiciaire qui a révélé les documents confidentiels liés au président Trump n'est pas apparue de manière isolée et ne peut être comprise sans tenir compte des tensions institutionnelles qui l'ont précédée. Le cheminement qui a mené à cette décision implique de multiples acteurs, des interprétations juridiques controversées et des changements progressifs dans le comportement du ministère de la Justice, qui, ces derniers mois, avait commencé à revoir sa propre position face à la pression en faveur de la transparence. Le mouvement le plus évident a commencé début janvier 2025, lorsque le ministère lui-même a commencé à signaler qu'une partie des documents recueillis par Jack Smith pourrait être communiqués au Congrès. Il ne s'agissait pas encore d'une divulgation sans restriction, mais d'un changement sensible par rapport à la ligne adoptée jusqu'alors. Cette réorientation indiquait que le secret absolu ne faisait plus l'objet du même consensus parmi les organismes chargés de l'enquête. À partir de ce moment, les dirigeants législatifs ont commencé à élaborer des arguments plus incisifs en faveur d'une divulgation complète, s'appuyant à la fois sur des fondements juridiques et sur des précédents historiques liés au contrôle externe des actions de l'exécutif. C'est dans ce contexte que l'action de la Commission du renseignement du Sénat prend toute son importance. Depuis le second semestre 2024, celle-ci demandait l'accès à des extraits spécifiques de l'enquête, invoquant un intérêt légitime dans la supervision de pratiques susceptibles de présenter des risques pour la sécurité nationale. Le refus initial de la justice, soutenu par des dispositifs de protection des informations classifiées, a commencé à céder, lorsque des membres de la communauté du renseignement elle-même ont commencé à défendre, bien que de manière discrète, une révision du secret, arguant que le maintien de la dissimulation pourrait entraîner des distorsions plus graves à long terme. Parallèlement, les analystes politiques institutionnels ont identifié un changement d'attitude au sein de la Cour suprême. Bien qu'elle ne se soit pas encore prononcée directement sur le fond de l'affaire, elle a commencé à accepter les recours et les requêtes liées au traitement juridique des preuves. Cette accumulation de pressions convergentes a renforcé l'idée que la divulgation des documents n'était pas seulement une possibilité procédurale, mais une conséquence de plus en plus probable de la combinaison entre l'inertie institutionnelle et le conflit entre les pouvoirs. À partir de ce moment, l'action du Congrès a commencé à intégrer des éléments d'urgence. Les dirigeants de la minorité démocrate à la Chambre des représentants ont coordonné avec des secteurs indépendants du Sénat une requête formelle demandant la levée du secret judiciaire. Le document a été rédigé sur la base d'arguments constitutionnels concernant le rôle de contrôle du pouvoir législatif dans les affaires impliquant une violation potentielle des normes fédérales par le pouvoir exécutif. Le texte citait des précédents tels que les affrontements entre la Maison-Blanche et le Congrès pendant le scandale du Watergate et la divulgation partielle des mémorandums de sécurité nationale dans le cadre des enquêtes sur la torture dans les années 2000. Bien que l'affaire actuelle présente une configuration différente, le recours à ces repères historiques visait à renforcer la légitimité de la demande d'accès. La réponse judiciaire, lorsqu'elle est finalement arrivée, a surpris par sa portée. Au lieu d'autoriser uniquement une divulgation partielle ou de subordonner l'accès à des conditions restrictives, la décision a ordonné la divulgation complète des documents
avec remise immédiate aux commissions du Congrès compétentes en la matière. Cela a modifié de manière décisive le paysage politique et juridique, produisant un type de convergence institutionnelle rare dans le système américain contemporain. La rapidité avec laquelle le Congrès a réagi après avoir reçu les documents s'explique non seulement par la gravité des informations révélées, mais aussi par la manière dont ces informations s'articulent avec d'autres enquêtes en cours. C'est le cas, par exemple, des enquêtes liées aux événements du 6 janvier 2021 qui restent ouvertes à différents niveaux, y compris avec des procédures administratives en cours au ministère de la Défense et aux services secrets. La possibilité de lien entre les documents désormais révélés et ces épisodes antérieurs et élargit le champ d'interprétation législative. Dans les coulisses des commissions, on a commencé à discuter de l'hypothèse selon laquelle les documents ne font pas seulement état de comportements isolés, mais mettent en évidence des schémas de comportement institutionnels pouvant impliquer des tiers. Ce type d'interprétation a conduit les parlementaires à réactiver des sous-commissions dormantes et à solliciter des avis techniques de juristes extérieurs au pouvoir législatif, en particulier dans des universités ayant une tradition en matière de droit constitutionnel et de gouvernance démocratique. L'objectif, selon des interlocuteurs proches des dirigeants, est de construire une interprétation cohérente qui permette au Congrès d'avancer vers des mesures plus énergiques, sans recourir prématurément à des mécanismes extrêmes tels que la destitution. L'action du procureur spécial Jack Smith joue également un rôle central dans la reconfiguration de la situation actuelle. Depuis le début de sa nomination, son attitude a été marquée par la retenue publique et l'accent mis sur la production d'un dossier technique solide basé sur des recoupements documentaires et des témoignages sous serment. Le rapport remis au ministère de la Justice et ensuite transmis au pouvoir judiciaire a consolidé un récit qui combine analyse juridique et évaluation des risques institutionnels. Selon des sources qui ont suivi de près la constitution du dossier, une partie importante de l'argumentation construite par Smith et son équipe ne s'est pas limitée à décrire le stockage inadéquat de documents, mais a mis en évidence d'éventuelles stratégies délibérées de dissimulation et de résistance au contrôle. Selon des analystes en droit pénal, ce type d'indice renforce l'idée qu'il existe suffisamment d'éléments pour ouvrir de nouvelles voies de responsabilité. Le fait que le rapport ait été remis sous le sceau du secret, mais rendu public dans son intégralité quelques mois plus tard, indique que son contenu a été jugé suffisamment solide pour résister à l'examen public, ce qui en soi constitue déjà un élément pertinent pour l'analyse politique. Avec la publication des archives, le Congrès a commencé à fonctionner selon un nouveau paradigme de transparence forcée. Les dirigeants législatifs ont non seulement reçu les documents, mais ont été contraints de réagir face à la pression combinée de leurs pairs, de l'opinion publique et des analystes qui alertent sur le risque de paralysie institutionnelle. Les sessions qui se sont tenues dans les heures qui ont suivi la remise des documents ont enregistré un nombre inhabituel de discours, faisant directement référence à la responsabilité pénale, ce qui est rare même dans le contexte d'une enquête intense. Les parlementaires républicains, historiquement alignés sur la stratégie de défense du président, ont commencé à émettre des signaux contradictoires. Bien que la majorité adopte encore une position prudente, certains membres du groupe dans des opérations de rétention d'informations. La dissociation progressive entre le noyau dur du parti et ses secteurs modérés renforce le sentiment que l'affaire a dépassé les limites de la prévisibilité politique. Avec la libération des archives désormais accessibles tant au Congrès qu'à la communauté juridique spécialisée, le débat se concentre désormais sur les interprétations institutionnelles et les répercussions juridiques possibles. Bien que les documents divulgués n'aient, à ce jour, pas donné lieu à de nouvelles accusations formelles, autres que celles déjà connues dans le cadre de procédures antérieures. Le niveau de précision, la manière dont les événements ont été organisés et la terminologie utilisée par les responsables de l'enquête ont ouvert la voie à des analyses qui dépassent les aspects purement techniques et abordent des dilemmes constitutionnels encore non résolus. La controverse la plus importante réside dans la différence entre une gestion inadéquate des documents confidentiels et une attitude potentiellement criminelle avec une intention délibérée. Les spécialistes du droit constitutionnel divergent quant à l'interprétation du comportement du chef de l'exécutif et de son équipe directe, une partie importante d'entre eux soutenant que les indices suggèrent une stratégie délibérée d'ingérence dans les procédures fédérales, tandis que d'autres juristes font valoir que la complexité des protocoles juridiques a pu entraîner des erreurs d'interprétation. Qui en est pas la même
ne constituerait pas une infraction pénale manifeste. Cette divergence technique trouve un écho inégal dans l'arène politique. Parmi les législateurs du Parti démocrate, on observe une tendance croissante à interpréter les données présentées dans le rapport du procureur spécial Jack Smith comme un élargissement du devoir institutionnel du Congrès, non seulement en tant qu'organe de contrôle, mais aussi en tant que protagoniste potentiel de réponses juridiques plus fermes. Cela renforce le soutien à des actions qui vont au-delà de la supervision bureaucratique et se rapprochement d'initiatives plus énergiques en matière de responsabilisation. Néanmoins, les membres démocrates du Congrès ne s'accordent pas sur la meilleure stratégie à adopter. Certains suggèrent que le pouvoir législatif devrait faire directement pression sur le ministère de la Justice pour qu'il formule de nouvelles accusations sur la base des informations révélées. D'autres estiment qu'il serait plus approprié que le Congrès mène lui-même une enquête indépendante, avec les prérogatives légales nécessaires pour convoquer des témoins et recueillir des preuves, comme cela s'est déjà produit à certains moments historiques aux États-Unis. Bien que cette deuxième voie soit plus lente, elle est considérée par les analystes comme un moyen de préserver l'indépendance du pouvoir législatif face à un pouvoir exécutif qui continue d'exercer pleinement ses responsabilités. Du côté républicain, les réactions restent mitigées. Les parlementaires les plus proches du président rejettent l'idée que les documents justifient une quelconque sanction institutionnelle ou une rupture de la normalité démocratique. Pour ce groupe, les archives publiées ne font que prolonger les anciennes disputes du premier mandat présidentiel, renforçant la thèse d'une persécution judiciaire déguisée en enquête formelle. En revanche, les dirigeants plus centristes du Parti républicain, comme la sénatrice Lisa Murkowski, soutiennent que le devoir de transparence doit primer sur les loyautés partisanes. Dans des déclarations récentes, Murkowski a souligné qu'on ne peut normaliser le recours au secret comme moyen de protection politique, surtout lorsqu'il existe des preuves de pratiques qui ne sont pas conformes à l'éthique exigée par la fonction. Bien que sa position ne représente pas encore une rupture consolidée au sein du parti, elle signale une possible division interne qui pourrait s'aggraver en fonction des développements judiciaires et de la pression exercée par la société civile. D'un point de vue juridique, la divulgation du contenu place le ministère de la Justice à la croisée des chemins. Bien qu'il ait la compétence légale pour prendre de nouvelles mesures sur la base des informations rendues publiques, l'institution doit également tenir compte du contexte politique délicat dans lequel ces décisions seraient prises. Un courant d'experts soutient que la divulgation même des documents place l'organisme dans une position où il ne peut s'abstenir sans causer de préjudice institutionnel. D'autre part, certains soutiennent que toute nouvelle accusation dépendrait de la présentation de preuves supplémentaires, allant au-delà du rapport, afin d'éviter que l'action ne soit considérée comme motivée par des raisons politiques ou comme un dépassement indu des compétences. Cette impasse est aggravée par une circonstance sans précédent, le fait que la personne faisant l'objet de l'enquête occupe à nouveau la plus haute fonction de l'administration fédérale. Le cadre juridique américain ne fournit pas de directive absolue quant à la possibilité de poursuivre pénalement un président en exercice, en dehors du contexte d'une procédure de destitution. Même s'il existe des interprétations qui admettent cette hypothèse, son application concrète reste entourée de discussions doctrinales et de disputes politiques. Sur le plan institutionnel, l'avenir immédiat reste incertain. Le Congrès dispose de divers outils, allant des audiences publiques aux commissions parlementaires dotées de pouvoirs d'enquête et de la possibilité d'engager des procédures formelles. Le ministère de la Justice, pour sa part, peut choisir d'intensifier les enquêtes en cours, d'ouvrir de nouveaux fronts ou d'adopter une attitude prudente jusqu'à la fin du mandat actuel. En autorisant l'accès aux documents, le pouvoir judiciaire a été interprété par de nombreux analystes comme ayant lancé un appel indirect aux autres pouvoirs pour qu'ils prennent position. Néanmoins, cette autorisation n'oblige aucune institution à adopter des mesures automatiques. Le principe de la séparation des pouvoirs, essentiel à la structure constitutionnelle des États-Unis d'Amérique, empêche les décisions isolées et exige une coordination entre les différents niveaux de gouvernement pour la mise en œuvre de toute réponse ayant un impact significatif. La situation reste donc ouverte. Les informations sont disponibles. Les acteurs institutionnels sont en alerte. Mais les voies possibles n'ont pas encore été définies de manière concrète. Il n'y a pas de consensus sur les mesures qui seraient proportionnées à la lumière des révélations. Des doutes juridiques persistent quant aux limites de l'action d'un président faisant l'objet d'une enquête. Et il n'existe aucune référence historique récente offrant des lignes directrices claires pour faire face à un scénario aussi atypique.
un chef de l'exécutif au pouvoir, des documents sensibles rendus publics par décision judiciaire, une mobilisation législative immédiate et une demande croissante de la population pour que des mesures de responsabilisation soient prises. À partir de là, on peut s'attendre à une période de surveillance stratégique. Chaque position prise par l'un des pouvoirs sera analysée sous l'angle de la légalité, de l'histoire institutionnelle et des attentes populaires. Rien n'empêche la situation d'évoluer vers de nouvelles configurations. Mais il n'existe pas non plus, à l'heure actuelle, d'éléments indiquant une résolution rapide ou pacifique de la crise en cours.